Bine ați revenit la Mandachi Educast pe canalul de YouTube Ștefan Mandachi. Am venit de la Suceava până la Paris, în casa unui autor pe care îl respect foarte mult. Am citit cartea Istoria ca moștenire și Rușinea și, grație domnului profesor, mă aflu în casa dumnealui aici la Paris. Sunt foarte entuziasmat. Astăzi vom vorbi despre rușine, despre furie, despre traumă și despre istoria noastră personală. Domnul profesor Vincent de Galjac. O să încep cu un citat din cartea dumneavoastră. Mi-e greu să spun ceea ce simt. De ce ne este greu să ne exprimăm? Și apoi, titlul unui capitol se numește chiar așa: îmi vine greu să-mi fac ordine în gânduri. De ce avem dorința aceasta de a ordona ceea ce gândim? Să fie pus unul după altul într-o perfectă ordine. De unde provine această nevoie și de ce nu ne putem exprima coerent de cele mai multe ori? L'histoire de Daniel m'a beaucoup touché parce que c'est une femme qui était embarrassée par son histoire. Et elle dit combien ça lui perturbe toute sa vie, et en particulier parce qu'elle est habitée par un secret qui lui fait honte et qu'elle n'a jamais dit à personne. Quand je la reçois, c'est dans un moment particulier que j'appelle un groupe d'implication et de recherche. C'est-à-dire, les gens viennent travailler sur leur histoire dans ces groupes. Implication, c'est ils viennent travailler pour eux, pour comprendre un peu ce qui leur est arrivé dans leur histoire. Et recherche, c'est de réfléchir ensemble dans le groupe sur les processus, les conflits, les difficultés que rencontrent les gens. Et Daniel va venir à plusieurs reprises travailler, et en même temps, à certains moments, elle rougit, et elle ne peut pas articuler, elle est angoissée, on la sent fébrile, et elle dit « j'ai du mal à mettre de l'ordre dans mes idées ». C'est comme si elle était habitée par quelque chose qui la met en difficulté. Et dans ces moments-là, il faut ni forcer, ni retenir, c'est-à-dire accompagner les gens, non pas pour qu'ils dévoilent qu'est-ce qui les met en difficulté, mais les accompagner simplement pour favoriser ce trouble qui est le signe d'une anxiété, d'un désordre intérieur, si on veut. Alors la question, c'est qu'est-ce qui produit ça? Donc on est dans un double mouvement à la fois de compréhension, d'écoute, qu'elle prenne son temps, mais en même temps, ce qui est bien, c'est d'avoir une écoute des mots, de ce qu'elle dit, et d'une écoute de ce qu'elle ressent, de son éprouvé. Alors, ça prendra plusieurs moments et temps pour que, enfin, Daniel puisse aller aux sources de cette honte qu'il habite, de ce trouble. Ça prendra plusieurs étapes que je raconte dans le livre, mais pour résumer juste les étapes, dans un premier temps, c'est une honte plutôt sociale, parce qu'elle parlera beaucoup de son mari qui est un médecin, quelqu'un d'important, etc., alors qu'elle n'est rien du tout. Elle parlera beaucoup aussi de ses difficultés à s'exprimer, le mal-être qu'elle ressent quand elle rougit et qu'elle veut se cacher, et le fait qu'elle a peur d'être folle, parce que justement, elle ne sait pas comment s'exprimer en public, elle est inhibée de l'intérieur. Et donc tout le travail dans ces groupes, ça sera ce que je raconte dans le livre, de l'accompagner pour essayer de comprendre les sources de la honte. Le titre du livre en français, c'est « Les sources de la honte ». Et parce qu'une honte peut en cacher une autre. Donc elle parle d'abord de sa honte à l'école, parce qu'elle n'était pas bonne élève, sa honte avec son mari, parce qu'ils ne sont pas du même milieu social, sa honte parce qu'elle a du mal à s'exprimer en public.
Et puis jusqu'au moment où on va explorer ces histoires d'amour, et à un moment donné, elle va comme être sidérée, pétrifiée, en disant elle ne peut plus parler, et elle se met à pleurer, et à un moment donné, elle nous dit « mais je suis folle de vous dire tout ça », et elle ne nous a encore rien dit. Et ce n'est que dans un deuxième temps, un troisième temps, qu'elle va nous raconter qu'en fait, son mal-être vient du fait que son père était policier en France pendant que les Allemands occupaient la France, et que les policiers français ont été impliqués dans la rafle des Juifs qui ont été déportés à Auschwitz et dans les camps de concentration, à la solution finale, la Shoah. Et en fait, elle est habitée par cette ambivalence par rapport à ce père dont elle a honte, ce père qui était violent, ce père qui était même violent au point d'être traité de paranoïaque par la psychiatrie, il a fait des séjours en hôpital, etc. Et en fait, elle nous dit « mais je suis folle de vous dire ça », comme si de nous le dire dans ce groupe, qui est dans une confidentialité, etc., la mettait elle-même en danger et la menaçait, et réveillait en quelque sorte quelque chose de mauvais en elle. Alors c'est ça, une des sources de la honte, c'est qu'il y a quelque chose en moi que je ne veux pas voir, quelque chose en moi qui me fait peur, qui me menace. Et en fait, c'était l'histoire de ce père qui l'habitait et dont elle n'avait pas réussi à se dégager, comme si elle avait rompu avec son père, et son père s'est mort dans des circonstances très brutales et tout. Et donc, elle avait le sentiment à la fois de trahir son père en racontant cette histoire, et de se libérer de quelque chose qui était insupportable en elle. Et c'est ça, cette tension-là entre deux choses totalement contradictoires. À la fois, c'est son père, elle ne peut pas ne pas l'aimer, et c'est son père est quelqu'un dont elle a honte, et elle a la haine par rapport à lui. Et comment concilier ces deux sentiments contradictoires? Et c'est tout ce travail-là, si vous voulez, que j'appelle un travail clinique, c'est d'aider les gens à se dégager de ce qui les noue à l'intérieur, donc de mettre des mots dessus, de reconnaître ce qu'ils ressentent, ces émotions, ces sentiments qui viennent, et de pouvoir lui donner une capacité de le dire, mais elle a tellement honte qu'elle avait peur qu'on dévoile son secret. Quand elle se met à rougir et tout, et donc elle sortait, pendant tout un moment, elle sortait même plus de chez elle, parce que tellement elle avait honte de ça. Et donc tout le travail, c'est simplement de dire, c'est l'histoire de ton père, c'est ton histoire parce que c'est ton père, mais c'est pas ton histoire. Tu n'es pas ton père. Et ton père, il est là, mais tu peux aussi dire, non, c'est mon histoire que j'ai eue quand j'avais 10 ans, 12 ans, et ce n'est plus mon histoire aujourd'hui. Et en même temps, reconnaître toute cette culpabilité par rapport à son père, et que peut-être les symptômes psychiatriques de son père, qui a été hospitalisé à plusieurs reprises, et sa violence, parce qu'il était violent avec ses enfants, avec sa femme, avec tout le monde, c'était des symptômes dans la vie de son père qui étaient liés à cette histoire dans laquelle il a été... Est-ce qu'il a été complice? En tout cas, il a participé à la rafle, ce qu'on appelle en France la rafle du Veldiv, qui était la rafle où c'est la police française qui a arrêté les Juifs, qui les a mis dans des bus et les a remis aux Allemands, qui les a emmenés dans les trains et les camps de la mort. Donc vous voyez comment il y a une articulation entre une histoire collective à un moment historique particulier, l'histoire de ce père qui était
violent dans la famille et qui était habité, torturé, je dirais, si j'osais, hein, par cette histoire, par ce qu'il a fait, qu'il n'avait pas fait, par sa culpabilité et sa honte, et qu'il avait transmis à ses enfants, qui, elle, quand je la connais, c'est il y a 40 ans plus tôt que ça s'est passé, et qui continue à être habité par cette histoire. Et donc le symptôme de son ébranlement, de sa difficulté, etc., hein, la question c'est qu'il ne faut pas éliminer ce symptôme, au contraire, il faut le comprendre. Il est le signe du trouble dans son histoire qui continuait à l'habiter ici 40 ans après. Dar înțeleg că Daniele simțea rușine. Întrebarea mea este următoarea. Nu cumva simțea mai multă vinovăție decât rușine? Și există posibilitatea, mă rog, există rușine fără vinovăție? Există rușine fără furie? Că atunci când spunem rușine, mi se pare un sentiment singular, în condițiile în care nu cred că există rușine fără vinovăție. Ce simțeai de fapt? Je dis dans le livre que la honte est un métasentiment. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la honte est toujours associée à d'autres sentiments, dont la culpabilité, mais aussi la colère, la haine, l'envie, la peur. C'est-à-dire c'est un mélange de sentiments divers. Et effectivement, souvent, on confond honte et culpabilité. Mais on est on se sent coupable pour ce qu'on fait. Alors que la honte, on se sent honteux pour ce qu'on est. Donc la culpabilité, c'est un sentiment qui est conscient ou inconscient pour des choses qu'on a faites ou pour des désirs qui sont interdits. D'où le fameux complexe d'Oedipe de la psychanalyse, hein, qu'il y aurait des désirs inconscients de meurtre du père et de vouloir dormir avec sa mère qui seraient à la base de conflits inconscients que Freud a mis à jour, etc. Là, on est dans la culpabilité. Mais ça, le fait de la honte de Daniel, c'est elle a honte d'elle-même. C'est-à-dire c'est une partie d'elle-même qui a été contaminée. Je ne veux pas être ça. Moi comme sujet, Daniel, je ne veux pas être la fille de ce père-là, parce que ce père s'est mal conduit, parce que ce père est un monstre. Elle a employé le terme. Et comment je peux, moi, être la fille d'un monstre sans être quelque part monstrueuse? Et donc ça, c'est pas de la culpabilité. C'est pas parce que ce que son père a fait, c'est pour ce que son père est. C'est-à-dire un monstre, un barbare, un paranoïaque, tout ce qu'on veut. C'est-à-dire, c'est ce qu'il est qui lui fait honte. Et comme elle est la fille de son père, il y a une partie d'elle-même qui serait contaminée par ce sentiment de honte. Et donc la honte, c'est le sentiment de vouloir se débarrasser d'une partie de soi-même, qui est en soi, d'une partie de son moi. Un psychologue dit c'est une rupture d'identification au niveau du moi. Il y a une partie de mon moi que je ne veux pas être, mais je suis ça. Et ça met dans une contradiction intense, puisqu'à la fois je suis ça, je suis la fille de mon père, et je ne veux pas être ça. Et même pour exister, je dois me débarrasser de ça. C'est pour ça que le sentiment de honte est souvent vécu aussi comme une espèce de déchirure interne. On parle aussi de brûlure de la honte. C'est-à-dire, je suis comme dans un déchirement, je veux me débarrasser d'une partie de moi-même. On ne peut pas se débarrasser d'une partie de soi-même. Alors, c'est tout le travail clinique, c'est de dire, ça, c'est l'histoire de ton père, et de permettre au sujet de prendre un peu de distance en disant, ça, c'est ton père, c'est l'histoire de ton père. Ça, et il y avait effectivement il est coupable. Mais c'est tout le problème par rapport au rapport entre le sentiment intime et le sentiment social. Parce que son père, en fait, n'a pas été condamné pour ce qu'il a fait. Parce qu'il est tombé malade, et puis il s'est suicidé, etc. Donc il n'y a pas eu un jugement qui a été fait, qui est cette instance symbolique qui permet de dire à la société, oui, il est coupable, et il est coupable parce qu'il a fait ça. Pour l'enfant, ce n'est pas à l'enfant de juger son père. Mais l'enfant ne peut pas ne pas juger son père, puisqu'il a fait ça et que c'est considéré comme un crime contre l'humanité en plus.
Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose de son père qui ne serait pas humain. Comment on fait quand on est l'enfant qui à la fois reconnaît ça, parce que la société l'a reconnu, parce que c'est la réalité de ce qui s'est passé à un moment donné, et en même temps l'enfant, mais je ne veux pas être la fille de ce père-là. C'est pas le père que j'aurais voulu avoir, etc. Ça, c'est des sentiments, mais des sentiments qui sont étayés sur des éléments de réalité. Donc c'est pour ça qu'il y a un méli-mélo qui se fait entre qu'est-ce que moi, Daniel, peux faire par rapport à ça, et qu'est-ce que la société juge par rapport à ça, et tout le travail qu'on essaye de faire, que j'explique dans le livre, c'est comment se dégager de ce méta-sentiment, c'est-à-dire de ce mélange de culpabilité, de honte, de colère, de haine, de culpabilité d'avoir de la haine par rapport à son père, de la honte, d'avoir honte de ses parents. Vous voyez, comme c'est tout ça un amalgame de sentiments multiples, et c'est là où les gens, quand ils sont pris là-dedans, tout seuls, ils n'arrivent pas à démêler tous ces fils, hein, tout cet amalgame de sentiments divers, et que c'est bien de pouvoir être accompagné. Mais pour moi, c'est au-delà de la psychothérapie, parce qu'il y a une dimension sociale aussi. Et d'ailleurs, à un moment donné, dans le groupe, Daniel se tourne vers le groupe et dit « Dites-moi que c'est bien lui qui est coupable et pas moi ». C'est-à-dire, elle donne au groupe une fonction symbolique, comme le tribunal devrait le faire, en disant « Oui, oui, Daniel, c'est ton père qui est coupable, c'est pas toi ». Mais elle a besoin d'un tiers qui vient l'aider à faire ça, ce travail-là. Et c'est ça qui est intéressant du passage du travail personnel. Și se va împăca, va accepta ideea că atâta vreme cât tatăl ei este vinovat, ea este nevinovată? Adică va adapta această idee? Își va însuși această idee? Ce face cu hotărârea tribunalului, între ghilimele? Că nu ajută la nimic. Sau o ajută? Pata aceea poate să o scoată din minte. C'est elle est objectivement innocente, mais elle se sent subjectivement coupable. Donc le fait qu'elle se tourne vers le groupe, elle dit « dites-moi ». Elle donne au groupe cette espèce de fonction d'un tribunal, dites-moi, pour l'aider à se dégager entre l'objectif et le subjectif. C'est son père qui est objectivement coupable, mais elle se sent subjectivement coupable. Et c'est cette intrication entre la réalité objective et la réalité subjective qu'il faut comprendre. Parce qu'effectivement, vous avez raison, rationnellement, objectivement, elle est innocente, elle n'a rien fait. Ça, c'est la culpabilité objective. Mais elle se sent coupable. Elle a intériorisé quelque chose qui fait qu'elle a le sentiment que, étant la fille de ce père qui a fait ça, qu'elle porte en elle une culpabilité qui est une culpabilité inconsciente, qui est une culpabilité non pas dans la réalité et l'objectivité, mais une culpabilité psychique, même intrapsychique. Dar poate să o smulgă din subconștient cu totul, vinovăția aceasta? Poate să dispară? Sau va rămâne mereu acolo ca o cicatrice? Elle restera. Mais c'est, si vous voulez, le travail qu'elle fait, c'est de prendre de la distance pour mieux comprendre ce qui dépend d'elle, ce qui dépend de son histoire familiale. Et donc elle peut pas, elle vivra toujours, parce que ce père-là, c'est son père, elle n'a pas d'autre père, elle ne peut pas se débarrasser de son père comme ça. Qu'elle le veuille ou qu'elle ne le veuille pas, on ne choisit pas ses parents, on ne choisit pas son histoire. Donc il faut qu'elle apprenne à vivre avec, mais non pas à vivre avec, non plus dans cette honte insupportable qui l'habite et dont elle ne sait pas quoi faire, mais dans un... Et c'est ça tout ce travail qu'on essaye de faire dans la compréhension, c'est de prendre cette distance de soi par rapport à soi qui fait, oui, ça c'est l'histoire de mon père, ça c'est mon histoire, je ne peux pas m'en dégager, je ne peux pas me guérir de ça. On ne guérit pas de la honte. On apprend à vivre avec et on apprend à transformer cette honte qui inhibe en, par exemple,
elle peut être fière du travail qu'elle a fait. Elle, à la fin du groupe, elle le dit. Je vous remercie, elle dit au groupe, parce que je peux être fière du travail que nous avons fait ensemble qui me permet de dégager de ce sentiment de honte et de culpabilité qui me torturait la vie. Dacă ne certăm cu unul dintre părinți, dacă, mă rog, suntem iritați an la rândul de către unul dintre părinți sau de către ambii părinți și începem un război tăcut cu ei sau îi detestăm sau îi disprețuim, ce simțim în subconștient? Rușine sau furie? Sau neputință? Un scandal cu părinții lasă amprenta rușinii sau lasă amprenta vinovăției? Și împăcarea cu ei reprezintă un antidot? Sau când îl ierți cu adevărat pe unul dintre părinți? Aici întrebarea. Spui că l-ai iertat, spui că te-ai împăcat cu ideea că te-ai reconciliat, că ai devenit mult mai matur sau că ai devenit mai înțelept sau că ai mers și ai vorbit cu un profesor universitar și vii eliberat, dar simți la un moment dat că încolțește din nou un sentiment de care nu te poți descotorosi. C'est tout ce travail-là qu'il faut comprendre. C'est-à-dire, on ne se débarrasse pas de ses parents. Mais ce que vous dites dans votre question, on passe l'enfant, l'adolescent, l'adulte, au fur et à mesure de ses expériences de la vie. Bon, il y a tout un travail qui se fait par rapport à sa propre histoire, par rapport à l'histoire de sa petite enfance, par rapport à l'histoire de sa famille et des relations avec les parents qui peuvent changer. Puis les parents changent aussi. Les parents ne sont pas figés une fois pour toutes, sauf effectivement comme le père de Daniel qui meurt, et donc il faut qu'elle continue le travail tout seul puisqu'il n'est plus là. Bon. Mais dans votre question, on montre bien le fait qu'on peut passer par des états de sidération, de haine, de colère, de refus, d'identification, de projection. C'est ça la condition humaine. Hein. On peut passer par différents états. Et petit à petit, on le sait par rapport à l'adolescence par exemple, hein, c'est le moment où l'enfant se révolte, dit mon père est un con, ou excusez-moi du terme, je veux être tout sauf l'enfant, et essaye de se dégager, mais il peut partir à 10 000 km, il reste quand même le fils et l'enfant de ces parents-là. Donc c'est pas parce qu'il met de la distance géographique qu'il met de la distance psychique ou psychologique. Et donc c'est ce travail-là, ce processus qui est intéressant. On ne passe pas d'un état comme ça à un autre. Hein. Donc on est habité par de la culpabilité, par de la honte, par de la colère, par de la rage, par la haine, de l'amour, et tout ça se mélange. Et donc tout le travail du sujet sur son histoire, de moi pour essayer de comprendre par quoi je suis habité, par quelle histoire, et en même temps qu'est-ce que j'agis par rapport à ça dans mes relations à ma mère, à mon père, éventuellement les grands-parents, et qu'est-ce que je reproduis vis-à-vis de mes propres enfants, vis-à-vis de mon couple, vis-à-vis de mes proches, ou même dans ma situation professionnelle, où je me rends compte que parfois je reproduis des sentiments qui viennent d'ailleurs, qui ne viennent pas de la situation présente, mais de cette histoire-là. Et donc tout le travail qu'on propose en sociologie clinique, et qui est raconté dans ces livres, c'est ces différentes étapes. Par exemple, l'histoire de Daniel, il y a 5 chapitres, parce qu'on a fait, où j'essaye de décomposer comment petit à petit, elle va passer d'un état à un autre, et petit à petit, donc, d'apprendre à vivre avec cette culpabilité, cette honte. Ce qui veut dire apprendre à vivre, ça veut dire qu'au lieu que ce soit quelque chose qui l'inhibe, c'est quelque chose qui va lui permettre de faire les psychologues parlent de mentalisation. Et la mentalisation, elle se fait avec la tête, comprendre, mettre des mots dessus, c'est ce qu'elle fait avec moi dans le séminaire, mais c'est aussi se rapprocher de la façon dont ces sentiments nous habitent, c'est-à-dire s'approcher de l'éprouvé intérieur, du sentiment, du ressentiment, de la sensibilité. Et c'est cette connexion entre ce que je peux dire là, mais souvent c'est coupé, c'est que la tête qui fait ça, et le corps ne fait pas le travail. Ou alors le corps fait le travail, mais la tête n'arrive pas à mentaliser. Et donc tout ce qui est important,
c'est de redonner cette cohérence entre ce que je pense, ce que je dis, ce que je éprouve et ce que je fais. Et donc entre le mental, le verbal, la capacité d'élaboration par des mots, l'éprouver, et puis ce que je fais. Et donc pour moi, c'est pas une guérison ça, mais que la vie, c'est d'essayer de mettre en cohérence ce qu'on pense, ce qu'on dit, ce qu'on éprouve et ce qu'on fait. Am sentimentul uneori că trebuie să te resemnezi, efectiv, sau să te împaci cu situația ca să poți să trăiești, ca să poți să mergi mai departe. Resemnarea poate să fie un antidot în calea suferinței. M-am resemnat. Trebuie să trăiesc. Nu mai am o mână, trebuie să învăț să trăiesc fără o mână. S-a întâmplat, trebuie să învăț soluția, trebuie să învăț cum continui. Asta ar fi o primă întrebare. Dacă resemnarea reprezintă un antidot. Și a doua întrebare. Cum ne protejăm copiii de rușine? Mă gândeam la fetița mea în timp ce vă ascultam, cu foarte mare interes, bineînțeles, și proiectam un plan. Cum aș putea să o protejez, să nu sufere, să nu fie atinsă de această plagă a rușinii, a vinovăției, a furiei. Restauration, réconciliation, ces mots-là sont importants, c'est-à-dire que comment je peux vivre avec ça et comment je peux protéger mes enfants de ça. Résignation, c'est vivre avec et dire je peux rien changer, donc il vaut mieux que je fasse avec et que je m'adapte avec ça. Il y a des choses avec lesquelles on ne peut pas vivre, des choses avec lesquelles on ne peut pas s'adapter. Par exemple, la violence. Par exemple, des choses comme l'inceste, comme la violence physique, la violence sexuelle, etc. Se résigner à ça, ça peut être un moment de survie à un moment donné, mais ça empoisonne l'existence parce que il y a quelque chose, des limites sur lesquelles ce qu'on peut accepter et ce qu'on peut se résigner. Et donc c'est un mécanisme de défense, mais c'est un mécanisme d'adaptation à la réalité, mais qui en même temps enferme le sujet dans une réalité qui quelque part est insupportable, inacceptable, innommable. Parce que la violence, l'accepter, se résigner à la violence et l'accepter, c'est quelque part sombrer soit dans l'impuissance, soit dans la dépression, soit dans le sentiment qu'on ne peut rien changer à sa vie, rien changer au monde. Donc toute la question, je distingue les réactions défensives et les mécanismes de dégagement. Ça, c'est une réaction défensive. Donc le mécanisme de dégagement, ça peut être effectivement la réconciliation, la résilience, on parle aussi de résilience, ou ça peut être ce travail de restauration. Par exemple, Danielle, avec son père, le fait qu'elle ait fait tout ce travail-là fait qu'elle peut terminer dans le groupe en disant « mais en fait ce père-là, il était tout pour moi, et jusqu'à 10 ans avant que j'apprenne ce qu'il avait fait, etc., c'était mon idéal et je l'aimais par-dessus tout. » C'est-à-dire elle va réconcilier deux sentiments, qui est le rejet du père parce que c'est un monstre, et les sentiments de la petite fille qui jusqu'à 10 ans a aimé, adoré son père. Et qu'en retrouvant ces sentiments de la petite fille, à 50 ans, elle restaure d'une certaine façon l'image de son père en disant « mais il n'a pas été qu'un monstre, il était aussi autre chose ». Et en fait, à la maison, il pouvait être un policier détestable dans ce qu'il a fait, et à la maison, un papa tout à fait acceptable, et un papa même, un bon père, qui avait des tas de qualités, etc. Et donc elle commence à accepter l'ambivalence, c'est-à-dire la coexistence de sentiments, d'amour et de haine, de honte et de fierté, de réconciliation et de rejet qui l'habitent. Et c'est ça qui est important pour les enfants, parce qu'on peut pas, on a tous envie de protéger les enfants par rapport à des conflits qui ont été compliqués, et on voudrait les épargner par rapport à ça.
mais en même temps, c'est leur vie. Je dis, en fait, ce dont héritent les enfants, c'est les contradictions non résolues par les parents. Le meilleur service qu'on peut rendre à ses enfants, c'est de régler les conflits pour soi. Comme les conflits comme père, comme mère, dans le couple et tout ça, de leur histoire à eux. Et c'est les capacités des parents de résoudre les conflits auxquels ils ont été confrontés qui vont vraiment aider les enfants. Parce que si les parents n'arrivent pas à résoudre ces conflits, eh ben, ils vont se transférer inconsciemment, parce que l'enfant va bien voir que les parents butent sur des conflits, et lui, c'est ça qui va le former, à la fois en bien et en mal, à la fois en capacité de se construire lui-même, et en même temps en inhibition, puisqu'il n'a pas vu ses parents comment résoudre ces conflits, bah c'est à lui de les résoudre, non seulement les siens, mais en plus les conflits non résolus par les parents. Donc j'inverserai votre demande, c'est que si les parents veulent rendre service vraiment à leurs enfants, qu'ils s'occupent de leurs conflits à eux, et de leurs contradictions à eux. Et que c'est ça qui va donner les armes aux enfants pour affronter les conflits et les contradictions de leur existence à eux. Dacă Daniele sau Daniel nu ar fi aflat că taică-s-a fost implicat în deportarea evreilor, pur și simplu era un secret de familie, corect? Era mai fericită sau nu? Pentru că am vorbit în episodul precedent de pericolul secretelor de familie. Ea este traumatizată după zeci de ani. Nu afla nimic, nu știa nimic. Rămânea cu impresia că tatăl ei este un om, este un înger, așa cum l-adora în copilărie. Elle a été en quelque sorte condamnée à savoir, Daniel. Parce que son père, elle ne sait pas ce que son père a fait, mais son père était violent. Son père est devenu alcoolique. Son père est devenu paranoïaque. Et son père s'est suicidé. Pourquoi? C'est parce qu'il y avait tous ces symptômes dans le comportement de son père qu'elle est allée chercher une explication, une compréhension de qu'est-ce qui avait pu produire ce mal-être, ce trouble, ces symptômes paternels. Je veux dire, c'est pas le secret qui la protège. Le secret, ça protège pas. Pourquoi? Parce que le secret, tant qu'il est secret et qu'on ne met pas des mots dessus, il est agissant. Il agit dans des symptômes, dans des comportements, des violences incompréhensibles, etc. Donc c'était le père qui était travaillé par la honte et la culpabilité, qui d'une certaine façon confronte Daniel à une honte et culpabilité qu'elle ne comprend pas. Et c'est en allant chercher dans l'histoire de son père, de ce qui lui est arrivé, qu'elle va comprendre pourquoi il avait ce comportement. Et c'est parce qu'elle va chercher ça qu'elle va permettre de se dégager de la façon dont son père était agissant en elle-même, en quelque sorte, hein, dans cette histoire, hein, avait mis son père en folie et la mettait elle aussi dans la folie, dans la honte et la culpabilité. C'est pour ça que je dis que Daniel, elle va se dégager de cette honte et cette culpabilité en faisant ce travail pour elle et en retrouvant l'histoire de son père. Et elle voulait dire à personne ça. Elle l'avait pas dit à son mari. Elle l'avait pas dit à ses enfants. Elle l'avait dit à personne tellement elle avait honte. Et dans le travail qu'on a fait ensemble, à un moment donné, elle se pose la question, est-ce que je peux en parler à mon mari? Et est-ce que mon mari va toujours m'aimer si je lui dis ça? Sauf que son mari, il l'a pas aimé pour ça ou il l'a pas détesté pour ça. Je veux dire, il la connaît, sa femme. Et il sait qu'elle aussi, elle est travaillée par toutes ces difficultés et tout. Et donc, le secret ne protège pas. Par contre, il est vécu à un moment donné comme une protection presque de survie, parce que, comment dire, il y a un moment donné où peut-être que Daniel n'était pas en mesure d'affronter ça. Donc, le non-dit, le déni, la mise de côté, était plutôt sans doute un moyen de vivre quand même avec ça. Mais elle ne vivait pas bien. Et c'est elle qui fait le travail et qui, à un moment donné, hein, sort du secret, c'est-à-dire se met à comprendre qu'est-ce qu'elle ne comprend pas, le non-dit qui met son père dans cet état, qui l'a mis dans cet état-là. Et là où vous avez raison, il faut qu'elle se heurte au fait que sa mère lui avait interdit d'aller voir ça.
et que son mari, quand elle lui a dit, quelques décennies plus tard, lui dit aussi, il ne faut pas en parler, il ne faut surtout pas en parler aux enfants parce que ça va les mettre en difficulté. Et Daniel fait tout un travail pour comprendre que c'est de ne pas en parler qui les met en difficulté, plus que de l'en parler. Mais que pour en parler, elle a besoin d'avoir résolu le secret pour elle. C'est-à-dire de ne pas en parler dans le rejet, dans la colère, dans la haine, etc. Mais simplement d'accepter que la réalité de son histoire, ça a été ça, pour pouvoir... Parce que les enfants, ça fait partie de leur histoire aussi, parce que c'est l'histoire de leur grand-père. Donc il faut donner aussi des armes aux enfants, d'affronter l'histoire de ta mère, l'histoire de ton père, qui est fils de parents, l'histoire des grands-parents et tout. Et c'est ça où le transgénérationnel est intéressant, parce qu'on constate que des secrets de famille, parfois sur 2, 3, 4 générations avant, qui n'ont pas été dits, continuent à produire des effets. Mais à la 4e et 5e génération, on ne comprend plus, on sait pas pourquoi il y a des choses bizarres qui vous arrivent, mais on ne sait pas pourquoi. Parce que la chaîne des mots de la transmission a été rompue par le silence, par le déni, par le secret à un moment donné. Et donc, quand on fait ce travail-là, c'est très intéressant de voir qu'il y a des tilts qui se font et que les gens se disent « oui, là, il y a eu quelque chose ». Et c'est quoi les secrets? Les secrets, c'est des enfants illégitimes. Les secrets, c'est le viol, l'inceste, les violences intrafamiliales. Et le secret, c'est les crimes qui ont été commis et qui n'ont pas été jugés et pas été reconnus. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin, hein. C'est souvent ce triptyque. Et on dit dans une première génération, ah, on va protéger les enfants, on n'en parle pas, on fait comme si ça ne s'était pas passé. Et on dit, ça ne s'est pas passé, on n'en parle pas. Eh bien, ce qu'on constate quand on commence à faire ce type de travail, c'est que ce n'est pas un service aux enfants et aux petits-enfants de faire comme s'il ne s'était rien passé, quand il s'est passé des crimes, de l'inceste, de l'illégitimité sur des enfants adultérins, des enfants, etc., qui sont, comment dire, qui laissent des traces dans la transmission et dans la généalogie. Et quand vous travaillez là-dessus, vous vous rendez compte que on n'en a rien dit, mais les gens savent qu'il y a quelque chose. Ils ne savent pas ce que c'est, mais ils sont habités par quelque chose où ils se disent, mais il s'est passé quelque chose. Et c'est ça qui les met en mouvement pour essayer de comprendre, parce qu'ils ont le symptôme quelque part, mais ils n'ont pas tous les éléments qui leur permettent de comprendre de quoi ce symptôme est le sens. Qu'est-ce qu'il nous dit? C'est pour ça que c'est intéressant de dire, dans la clinique qu'on défend, vous avez toute une partie de la psychologie qui dit qu'il faut éliminer le symptôme. Le secret, c'est tenter d'éliminer le symptôme. On n'en parle pas, donc il n'y a pas de raison de se poser des questions. Ça, c'est une rationalité simple, mais qui ne correspond pas au fonctionnement psychique. Parce que, en fait, ces symptômes-là, ils restent agissants sans qu'on comprenne d'ailleurs très bien comment se fait-il qu'ils réapparaissent 1, 2, 3 générations après sous une forme qui va amener la personne à se dire « il faut que j'aille voir ». Parce qu'il y a quelque chose que je ne comprends pas et qui m'agit à l'intérieur de moi. Et donc ils vont voir des psys, ils vont voir des généalogistes parce qu'ils ont des pistes parfois. Hein, et c'est pour ça que les sociétés traumatisées qui ont connu la dictature, qui ont connu la guerre, qui ont connu l'apartheid, etc., et qui à un moment donné ont mis une chape de plomb en disant c'est l'amnistie générale, les crimes on n'en parle plus, etc. Donc il y a des gens qui défendent ça parce qu'ils disent c'est ça qui va permettre de réparer la société, c'est ça qui va permettre de protéger nos enfants de cette violence qu'il y a eu à un moment donné, des tortures, des disparitions, de ça. Et donc on va tourner la page et on va les protéger. Ça se comprend très bien. C'est légitime de raisonner comme ça, sauf que ça ne marche pas. Les disparus, par exemple, j'ai beaucoup travaillé après les dictatures en Amérique du Sud sur les familles qui avaient des disparus. Ils ne peuvent pas vivre avec ça sans essayer de retrouver ce qui s'est passé. C'est un besoin vital pour eux. Alors que pour d'autres, le besoin vital, c'est de ne pas en parler. Et donc, si c'est ça, si vous voulez, que
j'essaye de développer avec d'autres, hein, et pour ça que j'écris des bouquins, c'est de dire, allez favoriser la possibilité de mettre des mots. Ça ne va pas réparer ce qui s'est passé. Vous n'allez pas changer la réalité. Vous n'allez pas changer l'histoire telle qu'elle s'est passée. Mais vous allez changer, la seule chose que vous pouvez faire, c'est la façon dont cette histoire est agissante en vous. Et c'est ça le travail clinique que je défends. Hein. Ça, vous pouvez le faire. Danielle, elle peut changer la façon dont l'histoire de son père est agissante en soi, en elle. C'est la seule chose qu'elle peut changer. Mais elle ne peut pas changer l'histoire de son père. Et elle peut transmettre à ses enfants que quand on est confronté à ces violences, à ces folies, à ces brutalités, une chose qu'on peut faire, c'est la façon dont elles sont éprouvées par le sujet et que ce n'est pas le silence ou le déni qui va permettre de faire ça, c'est au contraire un travail d'élaboration pour mieux comprendre, par exemple Daniel, que son père pouvait être un policier qui a participé à des choses horribles et pouvait être un père aimant qui l'a conçu, qui l'a élevé, qui l'a protégé peut-être. Et que la coexistence des deux, c'est son histoire. Elle peut pas changer cette histoire-là. Ce qu'elle peut faire, c'est accepter cette dualité et que c'est ça la réalité et qu'elle, elle est l'enfant de ça quelque part. C'est ça son histoire. Elle n'a pas choisi son histoire, mais au moins elle peut choisir la façon dont elle va la transmettre pour elle-même et pour ses propres enfants. Dacă într-o familie, m-am gândit la o speță în timp ce îmi povesteați, dacă într-o familie părinții se ceartă sau există o relație toxică între părinți, copilul suferă. Copilul probabil ar prefera ca părinții să-și trăiască viața, fericiți, sau să se despartă. Dar în același timp, copilul simte că dacă părinții s-ar despărți, asupra lui ar exista un val de rușine. S-ar declanșa un val de rușine interioară. Ce-i benefic pentru copil? Să se despartă părinții? Sau să arunce vina pe umerii copilului? Am stat împreună din cauza ta. Eh oui, c'est l'histoire de beaucoup d'enfants. Et c'est l'histoire de beaucoup de couples. Est-ce qu'il vaut mieux qu'ils se séparent s'ils se haïssent et s'ils se cognent dessus ou est-ce qu'il vaut mieux qu'il reste une enveloppe protectrice pour les enfants, puis s'ils l'ont conçu ensemble, et que de toute façon cet enfant, il est l'enfant de ce couple? Ce generează mai multă rușine? Je ne peux pas répondre à votre question comme ça en termes de plus ou moins. Ça génère toujours de la culpabilité, de la honte, de l'amour, de la haine, de la rage, de l'angoisse d'abandon. C'est-à-dire, c'est pas facile. C'est jamais facile. Mais ce que je dirais juste, puisqu'on doit conclure, qu'il y a ce qui concerne les parents par rapport à ces questions-là. Est-ce qu'on reste ensemble ou est-ce qu'on se sépare? Pendant des siècles et des siècles, quand ça se passait, la société disait « vous restez ensemble, le divorce n'est pas permis, c'est pas séparé hein. ». Aujourd'hui, avec l'individualisation, la dignité, si on ne s'aime plus, c'est plutôt de se séparer en disant bah, « c'est mieux si on ne s'aime plus, de ne plus rester ensemble ». Donc le contexte social aussi a changé son regard sur ces questions-là. Donc je dirais pour les parents, bah, c'est leur histoire. Et je veux dire, il y a, comment dire, ils ne peuvent pas régler cette histoire uniquement en se projetant sur quel serait l'intérêt de l'enfant. Parce que l'intérêt de l'enfant, est-ce que c'est qu'ils restent ensemble? Mais rester ensemble si on ne s'aime pas, ce n'est pas forcément un cadeau pour l'enfant. Ou c'est de se séparer, mais se séparer quand l'enfant aime les deux parents, ce n'est pas non plus forcément un cadeau à lui faire. Donc de toute façon, il n'y a pas de bonne solution à votre question. Mais pour moi, il y a ce qui atténue la culpabilité, la honte, ou ce qui l'exaspère, qui l'exacerbe. Pardon. Hein? Et donc, la meilleure chose que peuvent faire les parents, c'est d'essayer d'apaiser les tensions entre eux, parce que c'est ça qui va apaiser les tensions avec l'enfant. Et c'est pour ça d'ailleurs que maintenant,
se développe par exemple la médiation familiale, où on aide, on dit aux parents, vous n'avez pas réussi votre mariage, au moins essayez de réussir votre séparation, et au lieu que l'enfant devienne un enjeu dans vos conflits, hein, où vous utilisez les enfants pour justifier votre propre violence ou vos propres problèmes, etc., bon, vous mettez, que les médiateurs familiaux, ils disent, le couple conjugal se sépare, mais le couple parental peut essayer de se retrouver pour l'intérêt de l'enfant. Ça marche ou ça marche pas, mais c'est, comment dire, la société aussi invente des dispositifs pour aider à répondre à ces questions impossibles. Et du côté de l'enfant, de toute façon, tous ces enfants-là, mais comme tous les enfants du monde, hein, sont habités par l'amour, la haine par rapport aux parents. Par rapport, lui, au père et à la mère, et par rapport à la façon dont le couple a vécu ça. Bon, ce triangle-là, donc c'est notre vie, c'est notre condition humaine. On est l'enfant d'un homme et d'une femme, et on est confronté au fait qu'on préfère être l'enfant de l'amour et du désir, que de constater qu'on a peut-être été l'enfant de parents qui se haïssaient et qui se rejetaient, mais qui ont fait quand même des enfants ensemble. C'est tout le théâtre, la tragédie humaine, elle est au cœur de ces conflits-là. Donc il n'y a pas de bon ou de mauvais, je préfère être l'enfant du désir et de l'amour que de la haine et de la séparation, c'est évident. Mais en même temps, la haine et la séparation fait partie aussi de l'amour, hein, et comme disent, bon, c'est une joie et c'est une souffrance. C'est un cadeau et c'est en même temps, c'est la condition humaine. Une remarque, vous me dites qu'il faut faire des réponses courtes et que c'est les dernières questions et qu'on va aller vite. Et en même temps, les questions que vous posez sont tellement profondes et tellement au cœur de la complexité des relations humaines que, évidemment, il n'y a pas de réponse simple. Et il n'y a pas de conseil simple à donner aux gens sur comment on vit ça. Spuneați că atunci când ne macină ceva, trebuie să vorbim despre ceea ce ne macină. Cât de mult ar trebui să vorbim și dacă este valabil și scrisul, dacă scriem ceea ce ne macină, ne putem elibera prin scris? Moi, j'écris des livres. Ça me fait du bien. Comment dire? Je les écris pour moi aussi, pas seulement pour les autres. Et j'ai eu la chance de pouvoir en faire mon métier petit à petit, d'accompagner les gens pour pouvoir mettre des mots dessus, et pour les accompagner, pour pouvoir mettre des mots dessus verbal, j'essaye aussi de les accompagner en faisant des livres. Et si vous savez le bonheur que c'est d'être traduit dans une langue étrangère que je ne parle pas. Mais en même temps, c'est une souffrance aussi, parce que j'aimerais pouvoir parler directement, et puis j'aimerais pouvoir... Bon. Mais c'est ça mon boulot comme sociologue, clinicien, psychologue, c'est d'accompagner pour aider à faire ce travail-là, de mettre des mots dessus. Mais beaucoup de gens qui deviennent écrivains, des romanciers, en fait, c'est ceux qui trouvent dans l'écriture de romans, fiction ou réalité, ou les deux, leur propre thérapie, leur propre capacité de comprendre les conflits dans lesquels ils ont été. Mais c'est le cas aussi des artistes. On peut faire ça en musique, on peut faire de la chanson, on peut faire de la musique, on peut danser, on peut faire du théâtre, il y a 1000 façons d'essayer de mettre des mots sur ce qu'on ressent, des mots sur ce qu'on vit, de mettre son histoire, l'histoire en héritage, c'est-à-dire en mots pour pouvoir la transmettre. Mais aussi, on peut faire des albums de photos pour raconter l'histoire à ses enfants, et ce qui est un moyen aussi, à travers les photos, de dire ton père, le grand-père, etc. C'est-à-dire cette transmission qui se fait. Les récits de vie, c'est aussi un moyen de transmettre un emploi, un mode d'emploi existentiel. C'est-à-dire, non pas des recettes, mais de dire comment ton grand-père, ta grand-mère, ils sont débrouillés dans la vie. Comment nous, on s'est débrouillés dans la vie. C'est-à-dire de faire un récit sur l'histoire est un beau cadeau à faire à ses enfants, pour au moins qu'ils comprennent
qu'est-ce qui est arrivé à leurs parents, leurs grands-parents. Donc moi je conseille, hein, beaucoup de gens tiennent un journal et ils ont un lecteur imaginaire. Alors à qui ils s'adressent? À leurs enfants, à leurs parents, à la société, à leurs confesseurs, à leurs psychanalystes, je ne sais pas. C'est ça qui est intéressant, c'est de prendre un interlocuteur qui ne vous met pas en difficulté, qui ne vous menace pas, qui ne vous évalue pas négativement, à qui on peut confier en quelque sorte son histoire. Mais on sait que comment confier, chaque histoire est précieuse. Et c'est pour ça qu'il faut traiter ça avec délicatesse. Et c'est ce que j'essaye de faire dans le livre, c'est que je raconte des histoires, mais d'avoir cette délicatesse, ni forcer ni retenir, hein, et d'aider les gens à trouver les mots qui leur conviennent pour pouvoir transmettre cette histoire. Domnule profesor, a fost o mare onoare pentru că ne-ați găzduit la dumneavoastră acasă. Sperăm să mai facem și alte episoade. Vă sunt profund recunoscător. Mulțumesc din suflet. Thank you.